Et salut YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo de Stupid Economics sur comment en 1834 des gens ont hacké la bourse en utilisant un système de communication de l'époque qui consistait à, je crois, je sais plus si c'est un jeu de miroir ou un truc dans le genre, et qui permettait de transmettre les informations relativement rapidement entre Marseille et Paris. Voilà. Si ça se trouve, c'est pas exactement ça. Je fais de tête là. Donc, petite vidéo. Ah, j'ai pas regardé. Putain, merde. Bon, on va faire une aparté. Je vais rouvrir la vidéo d'avant. Je voulais regarder un peu les commentaires. Rouvrir l'onglet fermé. Je voulais voir un peu ce qui se disait dans les commentaires, s'il y avait des connards dedans ou pas. J'apprécie les précisions sur la méthode et les sources utilisées. Travail de ouf que Manon nous propose. Je vais me garder de trancher. Oh, merci, merci, merci pour cette pépite de rareté, d'honnêteté intellectuelle. Parfois en science, on ne sait pas, et si ça n'est pas si déshonorant ni grave, mais bon sang, qu'est-ce que c'est rare de l'entendre dire. Ouais, mais je pense qu'elle a quand même plus de connaissances que toi, mec, là-dessus, et qu'elle pourrait quand même donner son avis, ça serait pas un problème, hein. C'est génial de donner une vision plus large au débat et non pas un unique point de vue. Étudiante en archéologie, et il est vrai que l'absence de représentation féminine m'a beaucoup marqué dans mon cours de préhistoire. Voilà, les gens ont l'air plutôt contents en vrai, hein. Il y a des pavés. Putain, les gens qui font des pavés sur YouTube. De temps en temps, je regarde justement les commentaires des vidéos de Mathieu pour voir un peu si l'accueil il est bon ou pas, et s'il va falloir modérer du facho au stream d'après. Et notamment sur la vidéo sur Choir là, putain les pavés des gens, mais les gens même les gens qui sont d'accord, hein, il y a quelques gens pas d'accord qui te font des pavés, mais la plupart des gens sont d'accord, et ils t'écrivent des thèses sur, pourquoi, ils ont été socialisés avec Choir et machin. C'est Les gens ils aiment écrire, hein. En vrai, ils écrivent beaucoup. Voilà, alors vidéo de Stupid Echo sur comment hacker la bourse. Let's go, c'est parti. Laissez-moi vous raconter l'histoire de François Blanc, un homme d'affaires français né en 1806 et qui a fait plein de trucs dans sa vie. Il a bâti des casinos, il a créé la roulette européenne et il a pratiquement inventé Monte-Carlo. Mais surtout, en 1834, lui et son frère jumeau vont être les premiers du monde à pirater un réseau de communication. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que j'ai trouvé aucun film sur leur vie. Ah, il y a pas eu de film ou de trucs comme ça sur leur vie? Ah franchement, vous êtes réalisateur ou quoi, faites un film sur ces gens, hein. Il y a des systèmes de tours disposés de manière à faire se passer des messages lumineux qui se relayaient de tour en tour, ouais. Et ils ont utilisé le système de correction, si je me rappelle bien de l'histoire. Donc en fait, il y a un des signaux lumineux qui permet de corriger les signaux précédents. Donc c'est une sorte de morse, de système pré-morse, quoi, qui permettait de corriger les signaux précédents. Et en fait, en mettant la correction, grâce à la correction, ils pouvaient passer des bouts de messages qui sont pas retranscrits à la fin dans le message final, parce que, il y avait des corrections, et en prenant les trucs qui étaient corrigés, les lettres qui avaient été corrigées, ça permettait de savoir, si la bourse était en hausse ou en baisse, bien avant que les coursiers de la bourse ne le fassent. Parce que c'était un truc, le système de tours qui faisait passer les messages était géré par l'État, et ça servait de communication, mais de communication pour, étatique. C'était pas utilisé par les bourses, ni rien quoi. C'était que quelques personnes, l'armée, ce genre de trucs qui pouvaient l'utiliser à la base. Au 19e siècle, la France n'a pas encore inventé le Minitel, mais elle est déjà en avance en matière de communication. Pour transmettre des informations, souvent militaires, dans le pays le plus vite possible, on a ce qui s'appelle les télégraphes chap. Et c'était avant Ils avaient déjà des traducteurs automatiques, ouais.
OK, donc c'était pas des systèmes de miroirs, c'était des systèmes de tours avec des positions et en fonction de la position, ça voulait dire un truc. Télégraphe de chape, ça s'appelle. Les télégraphes électriques. En gros, le principe, c'est d'avoir des tours avec des bras articulés sur le toit qui vont avoir différentes positions auxquelles correspondent différents mots. Donc la tour écrit un message et une autre tour à une dizaine de kilomètres reproduit les mêmes symboles pour que la tour suivante la recopie, etc. etc. Le Gondor appelle et le Rohan répondra. Ça ressemble vachement à des sémaphores. OK, donc c'est ça un sémaphore? C'est encore un mot que je connais de loin, mais je connais pas la définition. Sémaphore, définition. Poste établi sur le littoral permettant de communiquer par signaux optiques avec les navires. Bah là, c'est de la version, pas optique et du coup, en fait, je pense que le symbole, tu pouvais le laisser figer genre 5 minutes et ensuite tu passes au symbole d'après que tu laisses figer 5 minutes et ça laisse le temps au truc d'après de reproduire les symboles. Et voilà, c'est les tours du Rohan là, les tours d'appel à l'aide, où ils mettent le feu. Jusqu'à ce que le message soit livré à l'endroit voulu. La première ligne a été installée en 1794 et faisait Paris-Lille. Puis 1794, on a commencé tôt à essayer de communiquer, hein. plusieurs autres lignes ont été installées au fil des années, et à la fin, on avait un réseau qui ressemblait à ça. Pendant ce temps-là, à Bordeaux, dans les années 1830, deux frères jumeaux placent leur argent à la bourse de Bordeaux. À OK, l'époque, c'est les cours sont Bordeaux, c'est pas alignés à la Marseille. bourse de Paris, et l'information met plus ou moins 3 jours à arriver de la bourse de Paris à Bordeaux. Du coup, ils se disent que s'ils pouvaient avoir accès aux cours de Paris un peu en avance, ils pourraient gagner plein d'argent en sachant avant tout le monde si les cours allaient baisser ou monter. Et si on faisait en sorte qu'il y ait un délit d'initié? L'info met 3 jours à arriver, mais si on peut faire en sorte que d'avoir l'info un jour avant tout le monde, et ben, on peut parier gros et avoir raison. Et du coup, s'il valait mieux vendre ou acheter. Il fallait donc trouver un moyen d'être plus rapide que la poste. Je pense que vous voyez le truc venir. Tiens, par exemple, les télégraphes, eux, arrivent à passer un message de Paris à Bordeaux en 3 heures seulement. Et ça tombe bien pour les deux frères, puisqu'ils connaissent un gars qui travaille dans les télégraphes et qui a plein d'informations super intéressantes. À partir de là, ils élaborent un plan avec des complices dignes d'un Ocean Eleven. Donc le but, c'est d'utiliser les télégraphes CHAP pour transmettre les informations de la bourse de Paris à Bordeaux. Pour que ce soit discret, ils vont faire des ordres de typo spécifiques dans les messages des télégraphes qui indiqueront si les cours montent ou baissent. Donc, on a les deux frères blancs à Bordeaux. Ils vont avoir un complice à Paris qui surveille les cours de la bourse de Paris. Comme ils savent que les erreurs de typo des télégraphes de Paris à Bordeaux sont corrigées à Tours, ça servait à rien de faire partir l'erreur de typo depuis Paris. Ah d'accord. C'est ce que je me demandais parce que du coup la correction, ils la prennent en compte à partir de Tours. Donc les télégraphes transmettent le truc. C'est littéralement du hacking, oui, c'est littéralement le 1er hackage d'un système de communication moderne. Le premier hacking connu. Le premier connu. Parce qu'il y en a peut-être eu avant avec d'autres systèmes qui ont pas été, révélés. Et on saura jamais qu'ils ont existé parce qu'ils étaient pas connus. Puisque ce serait effacé à Tours. Il fallait donc que l'erreur parte de là. Donc, notre complice, une fois qu'il a vu les cours de la bourse de Paris, pour transmettre l'information à Tours sans être cramé, il va envoyer un colis codé à un deuxième complice qui lui travaille au télégraphe de Tours. Et ils sont partis loin, parce que le colis, s'il contient des gants, ça veut dire que le cours monte, et s'il contient des chaussettes ou une cravate, ça veut dire que le cours baisse. Et en plus, il y avait un système de couleurs. Ah oui! J'avais oublié ce passage sur le colis avec des gants ou des chaussettes. S'il y a des chaussettes, c'est que ça baisse. Probable que ce soit le premier hack d'une bourse par contre. Possible. Je sais pas, ça a commencé quand la bourse? Pour savoir de combien ça avait monté et baissé. Bref, une fois qu'il a reçu le colis, l'agent du télégraphe de Tours peut faire l'erreur de typo qui va dire si ça baisse ou si ça monte, et un dernier complice à Bordeaux observe le télégraphe pour repérer le signal et informer les frères jumeaux. Oui, du coup, vu le système, vu que les télégraphes, tu peux les voir de loin, t'as pas forcément besoin d'avoir un complice, au télégraphe d'arrivée. T'as juste besoin enfin, qui travaille au télégraphe d'arrivée. T'as juste besoin de quelqu'un dans le télégraphe de départ, qui va faire volontairement l'erreur et à l'arrivée, tu quelqu'un qui regarde et qui fait, et qui a pas besoin d'y travailler. Par contre, le mec de Bordeaux, il devait se dire: «Ouais, non, mais ils font quand même beaucoup d'erreurs de typo à Tours, hein».
Ils sont pas sérieux les gens à Tours, hein. Donc ce stratagème va quand même durer 2 ans, et j'ai pas trouvé exactement combien ils avaient gagné, mais j'ai cru comprendre quand même que c'était beaucoup. Et le pire, c'est que quand ils vont se faire prendre et se faire juger, ils vont juste se prendre une amende pour corruption d'agents publics, par rapport à leurs complices dans le télégraphe. Mais en fait, rien leur Merde, rien leur interdit. Ah, interdit. Mais en fait, rien leur interdisait d'utiliser un télégraphe à des fins privées. D'ailleurs, Bah, rien ne leur interdit de ça. C'est possible qu'à l'époque, les lois sur la bourse, tout ce qui est délit d'initié, et cetera, n'existait pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des choses qui se font, qui devraient tomber sous le coup de la loi et qui n'arrivent pas. Par exemple, quand un président de la République, heu utilise un réseau social pour faire bouger les cours de la bourse, bizarrement, t'adores les cuts comme ça au montage? Bizarrement, il y a pas de procès, contre Trump ou contre, l'autre nazi là, Elon Musk, pour avoir manipulé les cours de la bourse, hein. Alors qu'ils le font, hein, assez régulièrement, grâce à Twitter. c'est pendant ce procès qu'une loi va passer justement pour donner le monopole à l'État sur les communications. Mais voilà, les deux frères se sont fait plein d'argent. Dans les années suivantes, ils ont bâti des casinos, et aujourd'hui, on a des articles qui disent que le premier piratage de réseaux de communication était français, donc cocorico. Ouais, on est les premiers à avoir, arnaqué les bourses. Ouh! Ah d'ailleurs, vous savez que le mot bourse avec un S, il est interdit dans les titres Twitch? J'ai fait une erreur quand j'ai écrit le titre à la base et j'ai écrit bourse avec un S et Twitch m'a refusé mon titre. Il a fallu que je corrige et que j'enlève le S et là c'est passé. L'autre nazi, on se comprend. C'est casse un peu les burnes quoi, c'est bon, c'est contre la politique Twitch, on a le droit d'utiliser le mot bourse? Non, non, c'est trop orienté sexuel. Twitch a vraiment des idées mal placées. Ouais et puis même, c'est bon, hein, tu le droit, bourse, bit, machin, ça va, ça va. On peut arrêter d'être puritain à un moment, là, c'est Twitch France. Twitch Amérique, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font, mais Twitch France, ça va. On s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les bourses. Bref, les années suivantes, le système de communication Made in France de télégraphe Chap ont commencé à disparaître à cause des télégraphes électriques qui étaient plus rapides et plus fiables, et puis blablabla, aujourd'hui on a internet. Mais un truc qui n'a Ouh! pas changé entre le 19e siècle et aujourd'hui, c'est la finance. Enfin aussi ça a changé un peu, mais ce qui n'a pas changé dans la finance, c'est l'importance de la vitesse. Ah et du coup, elle enchaîne, elle se sert de l'histoire, donc elle en parle rapidement et ensuite elle se sert de l'histoire pour parler de trucs de finance et des abus sur la finance peut-être? OK. Bon, ça peut être intéressant de regarder le reste de la vidéo aussi, mais elle parle pas de la façon dont ils se sont fait choper aussi. En fait, ils se sont fait choper parce que, en gros, pendant 2 ans, ça fonctionnait super bien et un jour, le mec au départ tombe malade. Enfin l'agent qui était corrompu tombe malade et du coup, il a un remplaçant qui arrive, le temps où il était malade et au lieu d'attendre que le mec, aille mieux, et pour reprendre leur activité, sachant que, bah, ils auraient pu, hein, vu l'argent qu'ils se sont fait, ça va. Ils ont décidé d'essayer de corrompre aussi le remplaçant. Sauf que le remplaçant, il les a regardés, il a fait: «Lol, non» et il est allé les dénoncer direct. Du coup, ils se sont fait choper comme ça. Toujours la grid. C'est toujours la grid qui font que les gens se font avoir, hein. En vrai, quand tu manipules la bourse pendant 2 ans et que tu te fais masse thune, le mieux, c'est de pas grider et de s'arrêter, hein. À un moment, t'arrêtes et tu fais: «Hop, on arrête, on a gagné assez». Bon, les gens, ils s'arrêtent jamais. Ils savent pas arrêter.
l'époque, les frères blancs voulaient l'information quelques jours, voire quelques heures avant tout le monde. Maintenant, les traders se battent pour avoir quelques secondes, voire quelques nanosecondes d'avance. C'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence ou le high frequency trading. Et depuis une dizaine d'années, ça a pris une place de plus en plus importante sur les marchés financiers. C'est environ une transaction sur deux sur les marchés financiers des États-Unis, et en Europe, ça représente 30% des parts de marché. C'est pas simple de donner une définition précise du trading haute fréquence, mais globalement, c'est quand dans les entreprises de trading, à la place des traders Ils prennent trop la confiance, mais t'iras creuser plus en profondeur cette histoire. Ouais, franchement, elle est cool cette histoire, hein. Je pensais que c'était une vidéo que là-dessus, mais en fait, c'est du coup, elle parle un peu plus de la bourse et intéressant le trading haute fréquence, en vrai, aussi. C'est faire de l'argent sur rien en vrai, hein, le trading, classiques, on a des algorithmes qui sont programmés pour acheter et vendre super vite des produits financiers sur les marchés financiers. Mais genre vraiment super vite. On parle d'opérations qui se font en nanosecondes, c'est-à-dire plus rapides que la milliseconde, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus rapide qu'un clignement des yeux. Et j'insiste sur un truc, c'est pas parce qu'il y a des algorithmes que c'est forcément du trading haute fréquence. Il y a les traders algorithmiques, ça c'est une catégorie, et dans cette catégorie, il y a les traders haute fréquence qui entre autres, ont vraiment cet objectif de réduire la latence le plus possible. Par exemple, une des techniques pour laquelle la rapidité a un vrai avantage, c'est pour profiter des micro-anomalies entre les bourses. Si à un endroit, l'offre pour une action est juste un tout petit peu moins élevée que la demande à un autre endroit, alors l'algorithme va en profiter avant que l'anomalie ne soit corrigée. Souvent, c'est un écart de prix de même pas quelques centimes, mais le trader haute fréquence va acheter un max d'actions pour les revendre un tout petit peu plus cher ailleurs et se faire plein d'argent grâce à la quantité. Donc le but pour ouais, c'est de l'arnaque. D'ailleurs, le trading haute fréquence, surtout sur ses débuts, ça a fait s'effondrer la bourse, 2-3 fois, hein. C'est bien fait et renseigné, c'est intéressant de voir la suite. Ouais, je suis d'accord. Il y avait une histoire, je crois que c'est avec la bourse, aux États-Unis sur les débuts du trading haute fréquence, où il y a eu justement une erreur comme ça. Sauf que, non, je crois que c'est le l'algo qui a planté et qui s'est mis à vendre des actions beaucoup moins chères que ce qu'il aurait dû les vendre. Du coup, il y a les autres algos qui ont fait: «On achète», et qui se sont mis à les revendre vraiment pas assez cher et il y a tout le cours de la bourse qui s'est mis à s'effondrer. Les IA qui se sont mis à faire encore plus n'importe quoi parce qu'elles comprenaient pas ce qui se passait, qui ont fait, putain, je sais plus que ça doit avoir un nom ça, mais genre en 24 heures, la bourse, elle s'est complètement effondrée et ils ont été obligés de réinitialiser le cours de la bourse à la valeur d'avant l'histoire. Ça, ils peuvent le faire, hein. Ils ont tout annulé. Genre, ils ont annulé 24 heures de transactions financières pour relancer l'économie parce que, enfin l'économie. Je trouve ça toujours, assez marrant que maintenant l'économie soit soumise au cours de la bourse et cetera, hein, mais ça casse un peu les burnes. Voilà, du coup, ils ont tout annulé pour, remettre tout aux valeurs d'avant, parce que, sinon, bah, l'économie mondiale s'effondrait à cause de, quelques IA qui étaient mal codés, quoi. les entreprises de trading haute fréquence, c'est de créer des algorithmes super rapides, même de créer les plus rapides pour être les premiers à profiter de ce genre d'événement. Parce que arriver deuxième, ça rapportera rien. Et pour ça, en fait, il y a tout un écosystème qui va se créer. Déjà, les bourses louent des espaces juste à côté de leur data center pour que les traders haute fréquence aient l'accès le plus rapide aux données. D'autres entreprises créent des lignes de communication super rapides pour connecter les bourses entre elles, d'ailleurs sous forme de tours. Ces lignes sont louées du coup aux entreprises de trading haute fréquence qui, de leur côté, investissent en masse pour faire des algorithmes ultra optimisés qui vont mouliner toutes ces données le plus vite possible. Bon alors là, comme ça, des Et on en parle de l'énergie que ça bouffe, ça, d'ailleurs? Parce qu'on parle beaucoup de l'IA, qui bouffe, des tonnes d'énergie, mais ça, c'est aussi un gros problème d'aujourd'hui au niveau, consommation d'énergie, d'électricité, d'eau, pour refroidir les data centers et cetera, hein. Absurde ce fonctionnement, puis on voit que ça s'effondre sur un coup de vent. Ouais, c'est ça, hein, c'est ordinateurs super complètement puissants qui n'importe jouent quoi. plein d'argent en bourse, ça peut faire un peu Black Mirror, mais semblerait que ça ait des avantages. J'ai souvent vu l'argument disant que les traders haute fréquence sont utiles pour rendre les marchés plus liquides, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils aident à faire en sorte que quand on veut acheter, on puisse acheter,
que quand on veut vendre, on puisse vendre. Et ça, c'est parce qu'une de leurs activités, c'est de vendre et d'acheter en permanence en se prenant une marge. Bon, après, on n'a pas attendu les traders haute fréquence pour trouver des acheteurs et des vendeurs non plus. En général, on manque de liquidité en temps de crise. Les gens n'arrivent plus à vendre, donc ils baissent les prix et c'est la panique. Et c'est pas dans ce genre de cas que les traders haute fréquence apportent de la liquidité. Au mieux, ils font comme les autres, ils arrêtent d'acheter et de vendre en attendant que ça se calme. Donc disons qu'ils aident à dynamiser un peu plus les marchés quand tout va bien, parce qu'ils sont là à pouvoir acheter et vendre super vite. Mais par contre, comme ils peuvent faire plein d'opérations à la seconde, ils peuvent se permettre de diminuer leur marge, de se faire plus d'argent grâce à la quantité. Donc, ils donnent un Ouais, se faire plus d'argent grâce à la quantité, c'est aussi le principe des entrepôts de vente, des supermarchés où ils vont acheter des grosses quantités pour réduire les coûts. Parce que quand tu achètes beaucoup, tu peux négocier des meilleurs prix pour revendre à meilleur prix. Ce qui mène à la concurrence déloyale des supermarchés, parce que à force de faire ça, ils ont fait fermer toutes les petites épiceries, les centrales d'achat. Le nom de la chaîne, c'est Stupid Economics. C'est hop, c'est, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est les stupes, quoi. Oui, du coup, les supermarchés qui achètent beaucoup, qui font fermer, du coup, toute la concurrence, qui ne peut pas suivre, et une fois qu'il y a plus de concurrence autour d'eux, bizarrement, leurs prix, ils remontent. Ils augmentent leurs marges. Ils continuent à diminuer leurs coûts, hein, mais ils augmentent leurs marges, mais ils peuvent augmenter leurs prix à ce moment-là. peu plus de liquidité quand tout va Problème des bien, monopoles, mais ça. surtout pour moins cher. Bon, après, ces machines sont tellement rapides et font tellement d'opérations à la seconde que ça leur donne un peu un pouvoir surhumain et ça mène parfois à des abus. Globalement, on parle d'abus quand on considère qu'il y a une manipulation des prix. Comme les machines peuvent envoyer des centaines d'ordres en quelques secondes, et en gros un ordre c'est une réservation pour acheter un produit financier, donc comme les machines peuvent envoyer des centaines d'ordres en quelques secondes et les annuler au dernier moment, avant que ça soit validé, elles arrivent très bien à simuler de l'engouement pour une action ou une obligation, donc à manipuler les prix. Par exemple pour faire monter le prix d'un produit financier juste avant de le vendre et pouvoir se faire plein d'argent. D'ailleurs en 2015, pour la première fois, un trader haute fréquence s'est fait condamner pour cette pratique. Après, si ce genre de condamnation est rare, c'est que ça peut prendre des mois, voire des années pour examiner tout l'historique des ordres, puisqu'on parle de milliers d'ordres à la seconde par des centaines de traders. Mais aussi, il faudrait prouver que l'intention était bel et bien de manipuler les prix. Et là non plus, c'est pas si simple. Depuis 2010, les autorités financières en Europe et aux États-Unis notamment sont de plus en plus alertes sur les comportements des traders haute fréquence à cause d'un événement qui a bien agité le monde de la finance, le flash crash du 6 mai 2010. Ce jour. Ah, bon, je pense que c'est de ça que je parlais juste avant. Justement, les algos qui se sont emballés et qui ont fait s'écraser le cours de la Ce bourse, quoi. jour-là, les indices boursiers des États-Unis ont perdu plus de 5% de leur valeur en quelques minutes. C'était inédit à l'époque, et on dirait peut-être pas comme ça, mais 5%, surtout en si peu de temps, ça a bien fait peur tout le monde. Ça a bien fait peur à tout le monde. Heureusement, en 20 minutes, les cours sont remontés presque intégralement. Alors même si tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas à cause des traders haute fréquence que la valeur a commencé à dégringoler, c'était plutôt à cause d'un ordre de vente très important qui a agité les marchés, les traders haute fréquence auraient quand même vraiment amplifié l'effet et auraient accentué la panique. Un genre d'effet mouton qui s'est résorbé en quelques minutes heureusement, mais qui a bien fait flipper tout le monde et qui a eu des conséquences sur la confiance des investisseurs pendant un bon moment après ça. Depuis cet événement, donc on a vu une des limites du trading haute fréquence et c'est la critique la plus connue sur le sujet. Et en plus des craintes techniques, il y a aussi des interrogations éthiques sur ce genre de nouvelles pratiques. Est-ce que ce serait pas un genre de concurrence déloyale envers les traders qui n'ont pas accès à ce genre de rapidité? Est-ce que cette rapidité surhumaine dans la finance apporte vraiment de la valeur ajoutée? Le prix Nobel d'économie Paul Krugman en parlait notamment en 2009 dans le New York Times quand il disait: le marché financier est censé affecter le capital à ses utilisations les plus productives, par exemple en aidant les entreprises qui ont de bonnes idées à lever des fonds. Mais il est difficile de voir comment les traders qui passent leur commande un trentième de seconde plus vite que quiconque font quoi que ce soit pour améliorer cette fonction sociale. Ouais, voilà, il y a des problèmes avec ça, mais tout ça, c'est pour la thune, quoi. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Un peu technique, le reste de la vidéo, mais tellement intéressant. Bon, finalement, depuis les frères blancs, on est passé de «Oh, la finance c'est rigolo, on s'envoie des chaussettes pour gagner de l'argent» à des entreprises qui déboursent des milliers en algorithmes et installations pour pouvoir trader presque littéralement à la vitesse de la lumière.
En tout cas, les algorithmes et le trading haute fréquence, ça fait aujourd'hui partie intégrante de la finance. Et ces dernières années, les réglementations, qui sont nécessaires pour éviter les abus, se sont développées à travers les pays. Comme en France ou en Italie, où il y a une taxe sur le trading haute fréquence, ou bien au niveau de l'Union européenne, avec les réglementations MIFID, qui encadrent un peu mieux la finance algorithmique et poussent à un peu plus de transparence. Mais bon, globalement, en faisant mes recherches, j'ai eu l'impression que les bilans de ce genre de réglementation étaient assez mitigés. Par exemple, plus de transparence, c'est bien, mais la quantité de données est si importante que transparence ne veut pas forcément dire que toutes les données seront bel et bien analysées et que les abus seront remarqués. Par exemple, il a fallu plus de 5 mois aux autorités américaines pour analyser les 20 minutes de données du flash crash de Est-ce que ça serait pas possible d'entraîner des IA à analyser les données? Je pense que pour ce genre de problématique, il faut des solutions technologiques en vrai, hein. Heu, Au moins à détecter les tendances, étranges dans les données. Sans analyser, directement le détail des données, il y a peut-être moyen de faire ressortir, certaines tendances un peu abusives de la donnée, pour ça, il faut encore que les États réussissent à faire de la big data. Déjà qu'ils arrivent pas à traiter les données en temps réel, de manière générale, alors, traiter les données de trading, en mode big data, c'est compliqué, quoi. 2010. Les IA ont été entraînées pour générer des capitaux en investissant, sur les différents marchés. Alors effectivement, je pensais pas dans ce sens-là. Mais oui, vu l'essor de l'IA maintenant, il doit y avoir moyen de détecter à l'avance des tendances un peu plus globales grâce à l'IA maintenant aussi. Et bon, à quel mo les résultats sont meilleurs que quand des humains sont aux commandes. Étrange, bizarre. Est-ce que les humains, qui font du trading, ils seraient pas affectés par leurs émotions et leur «taux de confiance» entre guillemets à l'action? Penser qu'avec de la volonté, ça ne serait pas difficile à faire. Ah non, non, je pense pas que ça soit difficile, hein. Enfin, je pense pas que ça soit facile. Pour avoir fait un peu de big data il y a quelques années, c'est pas facile en vrai la big data, hein, ça demande un peu de taf et tout, mais c'est réalisable en vrai, je pensais à des IA de contrôle des capitaux d'investissement. Essayer de détecter, les tendances, mais pour contrôler, savoir s'il y a eu des abus de la part des marchés financiers, sur les trucs. Étant donné qu'on a et qu'ils ont accès aux données, vu qu'ils sont obligés d'être transparents, vu qu'elle parlait de difficultés à analyser les données, rapidement. Merci à Gilles de la chaîne Eureka pour sa relecture. Si par hasard vous connaissez pas, allez-y, ça vaut le coup. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez venir en discuter avec nous, on sera en live sur Twitch ce soir, le soir de la publication. Donc n'hésitez pas. C'était Marino pour Stupid Economics. Sur ce, Oui, Stupid Economics, qui fait des streams, régulièrement, et qui connaissent bien Mathieu, hein, les stupes.